Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour à tous et merci d'être connectés sur la radio L'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines donne chaque jour, vous le savez, la parole à une personnalité africaine vivant en diaspora. Alors pour l'invité d'aujourd'hui, en fait, il vit en diaspora, il n'est pas né sur le continent africain et il a un parcours incroyable, un parcours inspirant. Il s'appelle Steven Djeko Menan. Bonjour Steven. Bonjour Eugénie, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va, merci, je vais bien aussi. Alors, la semaine ivoirienne donne la parole donc à des personnalités comme les tiennes. Ton parcours est assez inspirant, on va le découvrir tout au long de cet entretien. J'aimerais pour commencer que tu me parles de toi, qui es-tu? Quel métier fais-tu? Alors toi tu es né en France, donc tu es un pur produit français, mais tes parents sont d'origine ivoirienne, hein, c'est bien ça? Oui, en effet, mes parents sont d'origine ivoirienne. D'ailleurs, mes parents sont du même village, sont même des cousins. Ah, Et je suis d'une lignée, une famille ivoirienne dont on remonte à presque 600 ans, donc je suis totalement inclusif dans mon histoire. Je suis même chef de clan. Voilà, tout comme mon père l'est et tout comme mon fils le sera. Et donc, je suis amené un jour, mais on me le demande à chaque fois, d'aller porter les couleurs de mon clan et d'aller récupérer mes terres aurifères. C'est le message de mon père. ah ouais. Alors, tu es de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? Alors, moi, je suis Dida. D'accord. Je suis Dida. Mes parents ont quitté la Côte d'Ivoire dans les années 60, 70 et sont venus s'installer à Strasbourg. Qu'est-ce qu'ils te disaient au sujet de la Côte d'Ivoire? Je vois que tu as une belle image de ton pays et du sang royal, on va dire, coule dans tes veines. Et tes parents te disaient Alors, quoi sur la Côte d'Ivoire? mes parents me disaient deux choses. Puisque en fait, il y a quand même une notion de patriarcalisme. Hmm. Et donc, du côté de mon père, c'est la puissance, c'est, je veux le dire, les esclaves aussi, et c'est la lignée du clan. Maintenant, du côté de ma mère, elle a été d'une lignée où c'est une obligation, c'est-à-dire que son arrière-grand-mère a dû par obligation se marier avec mon arrière-grand-père puisque elle était comment ça s'appelle le premier fils est décédé, donc elle était obligée de se marier avec le fils restant et s'il ne se mariait pas, elle allait être mise en esclavage. Donc du coup il y a vraiment une double casquette historique. Donc du côté de ma mère c'est un peu plus difficile, mais du côté de mon père c'est la puissance et c'est ce qui fait toute l'histoire de notre pays. Donc on me parlait beaucoup de cela, mais on a mis beaucoup l'aspect sur la sorcellerie, Hmm. particulièrement mon village, parce que vous voyez les décès dans notre famille assez particulier, qui fait que mes parents ne sont jamais retournés au pays. Peut-être une fois au début des années 70, mais ils ne sont jamais retournés. Et ça a été, et moi je n'ai jamais vu mon village. Et le jour où j'ai voulu partir au village avec mon père, je devais avoir la vingtaine. Sa femme, qui n'est pas ma mère, mais en tout cas sa femme, ma belle-mère, avait fait un rêve comme quoi sur le chemin il y avait 7 pièges et le dernier était enflammé. Bref, je n'ai jamais vu mon propre village. Et comment tu vis avec ça? Bon, j'ai vécu à l'africaine, c'est-à-dire que même si je suis né en France, mais j'ai vécu à l'africaine puisqu'on recevait des tantes, des cousines, des oncles. Ma mère en fait recevait beaucoup de membres de la famille qu'elle élevait, qu'elle emmenait à l'école, donc j'ai vécu totalement à l'africaine. Donc, je vais lui dire, je n'ai pas eu de gêne, mais j'ai toujours eu une appréhension. Voilà, c'est comme ça. C'est quand on nous a intégré quelque chose dans la tête, on a eu une appréhension. Donc, toutes les fois où je suis parti en Côte d'Ivoire, je ne suis jamais allé dans mon village. Je suis allé dans le village de mon ex-compagne, qui était ivoirienne, Dula. Je suis parti dans son village.
c'était très agréable. Donc, je veux dire, ça a été une manière de toucher mes racines, d'être normalement il n'y a pas d'électricité, mais on a un plaisir de vie vraiment agréable. Mais mon village, non. Donc c'est quelque chose que j'ai intégré. Oui. Alors ton parcours en France, comment s'est-il passé? Comment? Oui. Très simple. Oui. Je suis né un peu ce qu'on appelle un introverti, donc je parlais peu, je dessinais beaucoup, mais j'étais pourtant très sociable. Donc je suis né artiste, qui fait que j'ai passé ma jeunesse à dessiner. Et forcément, quand j'ai commencé mes études, je me suis orienté vers le dessin. Ma mère était assez permissive sur ce qu'on devait faire. Elle était aussi dure, extrêmement dure que permissif. J'ai l'éducation des coups, oui. et de rester poli et d'apprendre la vie. Donc moi, j'ai été éduqué avec les coups, mais je ne regrette pas, même si à l'époque ça faisait mal. Et du coup, ma mère m'a permis d'aller dans les destinations qui m'étaient les plus connectées avec moi, c'est-à-dire le dessin. Donc j'ai fait des études, tout le lycée, j'ai fait la filiale F12, donc c'est ce qu'on appelle art appliqué. Sur 40 heures de cours par semaine, j'avais 20 heures de dessin. Donc j'étais voué à être soit un artiste, soit un peintre, soit un architecte d'intérieur, ou un mannequin, puisque je faisais aussi du mannequinat et du théâtre. Donc voilà mon premier. Bon. Oui. Le paradoxe de l'éducation à l'africaine, parce que dureté et en même temps permissivité, et c'est assez incroyable que ta mère t'ait laissé faire du dessin, parce que dans la culture africaine, faire du dessin n'amène nulle part sur le plan professionnel. Alors, c'était devenir architecte. Hein. C'est-à-dire que la thématique, la direction donnée, c'était architecte. Oui. Donc, un architecte, c'est une situation qui est confortable. Maintenant, dans l'architecture, il y a architecte d'intérieur, où c'est plus une sorte de décoration, surtout à l'époque, c'était un peu moins développé qu'aujourd'hui. Et du coup, ça fonctionnait, puisqu'il y avait quand même des options de sortie. Et quand je parle de permissif, c'est ce côté-là. Mais quand je parle de dureté, c'est la politesse, c'est la tenue vestimentaire, c'est les filles, c'est le risque de faire tomber une fille enceinte, c'est la drogue. Moi, j'ai fait ma première sortie, ma première soirée où je rentre pas la nuit, j'avais 17 ans. Ouais. Donc ça a été assez tardif. Et donc, moi, je n'ai pas eu la chance et l'opportunité, heureusement, de traîner en bas. C'était impossible. La chance. T'as pas eu la chance. Donc tu pourrais expliquer pourquoi des jeunes justement d'origine africaine, qui sont français, traînent dans les escaliers. C'est le manque d'éducation des parents? Alors, je vais pas dire c'est le manque d'éducation, mais c'est que ma mère a été d'une exigence telle et d'une violence telle qu'on avait peur tout simplement d'elle, et elle nous imposait un timing qui fait qu'on faisait du sport, on sortait, on bougeait, on n'avait pas le temps d'être là à tergiverser. Si on était à la maison même, qu'on regardait la télé, donc on avait entre guillemets rien à faire, on faisait le ménage. Moi, j'ai appris à faire le ménage à 7 ans, 8 ans, à repasser les talons et les chemises. Donc, ma mère, pour elle, il faut qu'on soit occupé. Donc, du coup, si on est en bas, on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec... Non, rentre à la maison. Voilà, c'est très simple. Ouais. Donc, pour moi, la passion qui traîne... Alors, il y a deux types de personnes. Il y en a qui traînent parce qu'ils font du business de rue. Donc, c'est un travail, carrément. C'est leur nouveau mode de rémunération. Et d'autres traînent parce que c'est un moment de partage communautaire entre jeunes, et ils racontent leurs histoires, leurs journées. Enfin, c'est comme ça qu'ils apprennent à grandir aussi. Donc, moi, je n'ai pas pu le faire, mais certains, en traînant même dans les cages d'escalier, on pu s'en sortir avec de bons souvenirs. Oui. Mais effectivement, les parents n'ont pas tous les mêmes possibilités d'accompagnement, et après le nombre d'enfants qui sont nés rend les choses aussi difficiles. Mais j'ai des cousins qui typiquement étaient très nombreux, c'était 13, mais tous se sont très bien sortis. C'est parce que, à l'inverse, ils étaient rapidement matures à savoir ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne voulaient plus revivre. Alors finalement, ce système éducationnel africain, parce qu'on le retrouve partout, je pense que moi aussi je suis passé par là, c'est un système qui a été un vestige de
du passé esclavagiste, traite négrière, c'est dû à quoi? Ou alors c'est vraiment, selon toi, hein, l'éducation à l'africaine? Alors non, selon moi, c'est l'éducation à l'africaine avec le respect des anciens. Il fait que l'ancien, je vais être un peu brutal, il a un peu le droit de vie et de mort, en fait, sur l'enfant. Et ça, moi, c'est ce que j'ai eu, hein. Mes oncles, mes tantes étaient comme ça. Il n'y avait pas de bouder, le terme bouder, je boude à ma mère, ou je parle pas à ma mère, enfin, c'est hors de propos. C'est hors de propos. C'est inimaginable. Ma mère, elle me dit, je fais, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de plainte, il n'y a même pas de copinage, de tape dans le dos. Pour moi, c'est l'éducation à l'africaine. Et quand elle est faite de manière juste, quand je dis juste et non excessive, c'est-à-dire que si c'est pas parce qu'on a passé une mauvaise journée qu'on commence à être de mauvais poil, même si on sait que quand tu as passé une mauvaise journée, si l'enfant vient faire des bêtises, la claque peut partir vite, des cocotas, comme on dit. Cette éducation forge. Et c'est un peu l'éducation que je fais avec mon fils. Je laisse rien passer. Steven J. Comenan, tu es mon invité aujourd'hui sur l'Afrique d'une seule voix. C'est la semaine ivoirienne. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de ton métier, mais tu aborderas également un sujet d'actualité ou alors un sujet que tu voudrais partager avec nos auditeurs. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Eugénie Tcheki. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Steven J. Comenan, bonjour à nouveau. Bonjour Eugénie. Alors, tu nous parlais, je vais très bien, c'est agréable d'entendre ton parcours qui résonne chez moi, mais je suppose qu'il résonne chez beaucoup d'Africains. Alors, toi, tes parents ont décidé de quitter la Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus retournés en Côte d'Ivoire, on va dire, en tout cas dans leur village natal, parce qu'il y a une affaire de sorcellerie. Donc, ils ont vécu en France, ils t'ont éduqué. Tu es enfant unique, hein, semble-t-il. Alors, je ne suis pas enfant unique, non. J'ai beaucoup de... Enfin, du côté de ma mère, on était 4 puisqu'on ne sommes plus que 3. Parce que j'ai eu ma sœur défunte. Et du côté de mon père, on est une dizaine. Oui. Qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, tu parlais dans la première partie de 13 enfants, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Alors, j'aimerais qu'on parle cette fois-ci donc de ton métier. Donc, tu as fait des études pour être architecte. Et ton métier, en fait, c'est l'immobilier. Raconte-nous comment tu arrives dans l'immobilier. Et on va dire que tu es l'un des meilleurs, en fait, en France, dans ton secteur. Dans mon secteur, oui, j'ai été l'un des meilleurs et du coup, je m'en suis servi comme un atout. Mon parcours est relativement simple mais complexe. C'est qu'après le bac, j'ai plus envie de dessiner. J'avais eu un dégoût du dessin, donc j'ai arrêté net de dessiner. J'ai rencontré un ami qui m'a proposé d'acheter une voiture, de prendre un abonnement téléphonique et de faire des livraisons et de créer ma boîte. Et c'est comme ça que j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, puisque tout mon parcours est un parcours entrepreneurial. Et j'avais à ce moment-là 18 ans. Et donc, de fait, j'ai commencé à être entrepreneur. J'avais de grandes ambitions pour mon grand projet. Rapidement, je me suis aperçu que être entrepreneur dans le transport, fallait avancer beaucoup de fonds, beaucoup de cash. Et comme je n'avais pas ces capacités-là, on m'a conseillé de vendre du service. Et de là, je me suis rabattu circonstanciellement sur les assurances, les produits mutuels, les produits de retraite, des produits de placement, d'épargne. Et j'ai cartonné. J'ai commencé à peaufiner mon discours et rapidement, on m'a repéré et on m'a demandé en plus de faire des solutions d'assurance de placement, d'aller vers l'immobilier, exactement l'immobilier de défiscalisation. Toujours en tant qu'indépendant. Et au bout de 10 ans de bons et loyaux services, de travail acharné, eh bien, j'ai atteint la première place sur 1500 conseillers. Donc, il m'a fallu quand même 10 ans. Ouais. La première place sur 1500 conseillers pour être
considéré comme le meilleur de France. C'était en 2009. Bravo pour ce parcours. Une société à l'américaine, donc j'avais gagné une ODR 8. Oui. Bien évidemment, j'ai été dans les 20 meilleurs 3 ou 4 ans de suite. Donc j'étais préposé à être à la première place, mais c'est un travail où on était sur 70 heures par semaine. Et dans ce travail, il faut quand même se rappeler que la première phrase qu'on m'avait dit quand je devais rentrer dans les assurances et dans l'immobilier, on m'a dit, je cite, Giacomenon, avec ton faciès, tu n'arriveras pas, tu n'es pas auvergnat. Alors oui, justement. Toujours ce délit de faciès, toujours cette France qu'on aime, qui a construit notre personne, notre identité, et qui en même temps est raciste. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens? Moi, j'ai vécu un racisme profond tout au long de ma vie. Mais un racisme profond, même quand j'étais à l'école, on était jeunes, on se faisait traiter de noireaux, on nous lançait du poil à gratter, on nous empêchait même au sport, quand je courais plus vite que les autres, on me bloquait. Donc, et au travail aussi. Mais assez particulièrement, bizarrement, je suis de l'artistique, qui fait que j'ai une vision toujours un peu nuageuse, dans ma bulle. Oui. Donc, je voyais ce racisme, mais il ne m'atteignait pas. Il ne t'atteignait pas, tout à fait. Là où, par contre, j'ai commencé à me nourrir, ça a été professionnellement parlant, où j'étais tellement fier d'être qui j'étais, puisque grâce à mes parents, connaissant mes origines, connaissant d'où je viens, je savais de quelle lignée j'étais, eh bien, mes ancêtres m'ont aidé à être tellement fier de ce que j'étais, qui fait que je paraissais plus comme un Will Smith, plutôt qu'un coup de pied. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'était ma force, et j'étais très fier d'être qui j'étais quand j'étais premier conseiller de France, puisque je me suis dit, mais si j'avais été blanc, ça aurait été nul, j'aurais été comme tout le monde. Oui. Alors que là... Donc être noir est une force, est une distinction. Être noir est une distinction. La mélanine est notre puissance. Il faut simplement l'exploiter. Et dès qu'on est possédé par notre force, eh bien on crée des Serena Williams, on crée des Michael Jackson, on crée des Lewis Hamilton. Enfin, on est extrêmement puissant. Il faut juste qu'on soit possédé par cette réalité et par cette force. Et ensuite, eh bien, on arrive à des résultats qui sont assez extraordinaires. Alors, ton thème d'actualité, c'est un thème prégnant, c'est que tu voudrais aborder avec nous, c'est qu'il faut que nous, cette communauté africaine, cette communauté noire, ce sang noir qui coule dans nos veines, nous puissions le mettre en avant, à l'instar d'autres communautés comme les Bangladeshis, les communautés asiatiques. C'est ton point de vue, explique-nous. C'est mon point de vue parce que effectivement, moi, suite à cette situation de premier conseil de France, j'ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine et plusieurs autres sociétés. Mais je me suis rendu compte que nous avions des difficultés effectivement de racisme, ça c'est un fait, il n'y a pas de sujet, c'est un fait concret. Mais nous avions aussi en plus une belle couche de plafond de verre qui avait tendance à nous bloquer mentalement. Et ça, c'est parce que nous sommes en train de nous focaliser sur le passé qui a été un passé difficile, injuste, mais on ne se focalise pas assez sur le présent. Donc notre communauté aujourd'hui, je parle par exemple en France, ne possède pas. Je m'explique, elle possède individuellement, certains possèdent des choses, des puissances, des actifs importants, mais elle ne possède pas un ensemble. La communauté asiatique commence à posséder les bars, les tabacs. La communauté maghrébine, ce sont les épiceries. Et également, les épiceries, et également maintenant les boulangeries. Les Tunisiens possèdent de plus en plus de boulangeries. Les Libanais possèdent ils vendent nos denrées, nos produits à nous, nos produits cosmétiques et nos produits de consommation. Nous ne possédons pas assez en communauté. D'ailleurs, si j'ai une question à poser, que possédons-nous? Qu'est-ce qui nous représente dans la communauté? Les salons de coiffure, dont nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes simplement locataires. Oui, nous possédons le sport, nous avons une puissance dans le sport, mais c'est individuel. Dans la musique, ça reste individuel. Nous ne sommes pas une communauté de possession, car ce que nous possédons a été exploité en Afrique par d'autres structures puissantes. Mais aujourd'hui, mon sujet, c'est nous devrions apprendre ensemble à
à créer notre industrie pour posséder, et la possession nous permet d'avoir une crédibilité, et cette crédibilité nous permet de parler de ce que nous voulons, de ce que nous souhaitons. C'est un petit peu mon propos. J'ai toujours voulu aider et œuvrer pour la cause noire. Eh bien, en tant que recruteur, je recrutais souvent des noirs, point. Je veux permettre à des personnes de se loger, parce que quand on est noir, c'est plus difficile. Oui, quand j'ai des appartements à louer et que j'ai un dossier solide, parce que c'est toujours ça qui est quand même la priorité, eh bien, je vais privilégier la communauté, et c'est comme ça que j'œuvre pour moi, pour la communauté. Et si nous sommes une masse décisive, une masse critique à faire ça, eh bien, on n'aura plus de problème à se dire on n'est pas assez représenté, parce que nous aurons créé notre marché et notre business. Comment y arriver, donc être solidaire? Déjà, nous devons apprendre à nous apprécier. Nous devons apprendre à nous faire confiance. Nous devons apprendre à collaborer. Nous avons tellement cette habitude, ceux qui réussissent et qui sont un petit peu discrets, eh bien s'isolent, et ceux qui réussissent et qui ne sont pas discrets montrent. Mais dès lors qu'il faut collaborer ensemble, il y a une méfiance. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'escroqueries. C'est vrai, mais il faut bien commencer par quelque part. Et cette confiance communautaire que nous devons avoir est essentielle pour pouvoir avancer. Nous étions dans le temps des puissances phénoménales. L'homme le plus puissant de tous les temps, c'est Sansa Moussa, c'est pas Jeff Bezos, c'est pas Bill Gates. Il faut retrouver notre puissance dans le temps, mais en communiant d'une seule force et pas en se divisant. On se divise par les religions, on se divise par plusieurs thématiques, on se divise même par les ethnies. Mais financièrement, on doit apprendre à être ensemble et construire des choses durables de par le monde. Là, on parle de la France, on parle de l'Afrique, on parle de la Côte d'Ivoire, mais on doit apprendre cela. Et je pense que c'est au fur et à mesure que cette confiance va commencer à créer, pour moi, une énergie positive qui nous permettra de marcher d'un seul pas et de pouvoir dire, quand on touche à la communauté noire, eh bien c'est toute la communauté qui se lève, exactement comme c'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous touchez à la communauté noire, tout le monde se dresse, tout le monde se lève. En France, quand on touche à la communauté noire, c'est mis sur le bas-côté, c'est dans les faits divers. Steven Djekoménan, merci. Eugénie Dieki. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Steven Djekoménan, c'est mon invité aujourd'hui à l'occasion de la semaine ivoirienne dans le journal des diasporas africaines. Alors Stevens, tu incites notre communauté à être forte, à être puissante, puisque du sang noble, du sang puissant circule dans nos veines. Tu parlais du fait que l'un des hommes les plus riches au monde c'était un Moussa. Alors, comment y parvenir, comment y arriver? Quel appel veux-tu lancer à cette diaspora? Alors, il n'y a pas de miracle. Il faut simplement que chacun fasse son office à son niveau. Son office à son niveau veut dire que si j'ai réussi dans un domaine, si j'ai une compétence dans un domaine, eh bien, je dois la partager, je dois enseigner, je dois expliquer comment parvenir à une réussite. C'est aussi être le plus juste possible, puisque c'est être conscient que nous ne portons pas notre propre vie ainsi que celle de notre famille, nous portons le poids de nos ancêtres. Et si nous sommes sensibles à ce qui s'est passé durant 400 ans, bien évidemment beaucoup plus sur l'époque du Sahara, durant les traversées du désert, eh bien nous devons avancer en sachant ce que nous portons et apporter à chaque personne que nous rencontrons de l'aide.
moi aujourd'hui, dans mes activités, je me suis investi avec une amie qui œuvre pour l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora à travers des écrits assez édifiants d'ailleurs, une douzaine d'œuvres, c'est Aphrodia World. Oui. Et dernièrement, on a lancé un concours qui était basé sur le cheveu afro, la puissance du cheveu afro. Et ce concours s'est très très bien passé. Oui. Et d'ailleurs, le gagnant est c'est parce que c'est un garçon d'ailleurs, il est de Mayotte et il a fait une coiffure. Ah, c'est un garçon. Un garçon, oui, Ah c'est un ouais. garçon. Shibani Anis et qui a gagné le prix haut à la main et qui a fait une coiffure extraordinaire. Si vous êtes sur le réseau Aphrodia World, vous verrez sa coiffure qu'il a fait. C'est l'Afrique impériale. Nous sommes impérieux et du coup, le fait de participer à cette entreprise, ça a été aussi un choix de ma part où j'ai demandé à cette personne qui s'appelle Jalissa, je lui ai dit si tu as besoin de moi dans ton développement de business car tu es seul, je t'aide gratuitement parce que j'ai des compétences et je peux t'aider. Et rapidement, j'ai compris que c'était un tellement gros projet que je me suis associé à elle et du coup, j'œuvre à travers cette action à porter la communauté et la faire avancer. C'est mon action à mon niveau, entre autres, et je pense que si on multiplie les actions d'entraide et de partage, on retrouvera ce qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'on va pas devenir quelqu'un, nous étions quelqu'un, nous sommes déjà une puissance, on a simplement à reprendre. Il faut réveiller tout ça. Il faut réveiller tout ça et il faut accepter que nous soyons connectés au divin, à la nature, à l'environnement. Nous sommes en permanence dans cette connexion qui fait que quand on se soude et qu'on croit et qu'on a la foi en nous, eh bien, on devient un empire. Donc moi, je ne suis pas, assez paradoxalement, je suis pas inquiet du tout pour l'Afrique. Je suis pas inquiet même pour le retard pris. On est en train de faire un bond numérique. On n'a pas fait le bond industriel, mais on fait un bond numérique. Et c'est un petit peu ça qui m'enchante. Donc moi, j'œuvre pour rencontrer de plus en plus de personnes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, de partager un peu les points de vue, d'apprendre mon histoire que je connais finalement pas assez par rapport à d'autres et d'encourager à faire confiance à la communauté en priorité. Il y a une chose qui est dit pour terminer mon propos, l'argent dans certaines communautés et particulièrement à la communauté juive tourne une douzaine de fois avant de ressortir. Une douzaine de fois. Chez nous, dans les statistiques, l'argent dans notre communauté tourne 0,5 fois. C'est-à-dire qu'elle arrive, à peine elle est consommée, elle ressort. Voilà. Il y a juste à apprendre à faire de l'afrobise ensemble, à se faire confiance, à aller consommer chez nos frères et sœurs qui se battent, qui créent leur boutique, à même accepter de payer parfois plus cher chez eux, parce que c'est comme ça que nous arriverons à devenir une belle nation de par le monde et qu'on arrivera à être respecté et pas derrière à quel moment. Exact. C'est le respect qui est le plus important. Pour terminer, Stevens, tu comprends pourquoi, malgré cette Europe qui se durcit, tu comprends pourquoi aujourd'hui encore beaucoup de jeunes africains décident de quitter l'Afrique? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Alors, déjà, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que on a l'impression que tous les immigrés viennent d'Afrique. Oui. Alors que 60% des immigrés ne viennent pas d'Afrique, mais ils viennent en avion. D'ailleurs, ils viennent pas en bateau, ils viennent en avion. Oui. Et d'Amérique du Sud ou d'autres secteurs, premièrement. Ensuite, ceux qui viennent, mais ils viennent parce qu'ils estiment que ça sera plus accessible, le travail et les situations. Ils ne sont pas conscients de la difficulté terrible qu'on peut avoir en France. Mais il y a aussi un travail que nous devons faire, nous, quand nous arrivons, quand nous sommes de France et que nous allons en Afrique. On a tendance à jouer le bon samaritain, on a tendance à jouer le roi et la reine, parce qu'on montre qu'on a réussi, parce que psychologiquement, on a besoin de montrer que si on vient de France, on a une sorte de supériorité. Donc tout ça, ça crée un inconscient collectif. C'est exactement comme le rêve américain. On pense qu'on va aux États-Unis et on va s'enrichir, mais aux États-Unis, c'est aussi la souffrance. Donc c'est la même chose en France. Il faut pouvoir appréhender ce qu'on a. Maintenant, il y a des pays qui sont en guerre, c'est totalement différent. Mais quand on a de quoi bâtir avec un minimum de formation et d'éducation,
eh bien parfois il vaut mieux rester dans la mesure du possible, parce que les opportunités peuvent se créer, ou bien venir prendre des informations, parce que dans le monde dans lequel on est, on a quand même beaucoup accès à l'information, donc on peut même être formé à distance. Et quand on bâtit dans son pays, eh bien, on va beaucoup plus loin. J'ai connu un architecte sénégalais qui aujourd'hui est l'un des numéros 1 tout à fait. Sénégal, mais c'est parce que il a décidé, plutôt que d'être un bon architecte en France ou en Europe, d'être un très grand architecte dans son pays et pour l'Afrique. Moi, c'est un peu mon rêve. Comme je n'ai pas vécu, je n'ai pas encore les codes, mais ma finalité, c'est de pouvoir apporter toutes les compétences que j'ai cumulées ici pour les apporter dans mon pays, parce que je sais que c'est là que ça va être intéressant et pour le pays et pour moi. Oui, un pays, la Côte d'Ivoire, qui a toujours été un leader malgré les difficultés qu'il a vécues, en fait, qu'il a subies. La Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire vient de très très loin, mais la Côte d'Ivoire, elle est une nation qui a été... on va pas faire de politique ici, mais elle est quand même assez liée à d'autres pays européens, sans les citer. Et c'est une double difficulté aussi. Il y a un lien qui est tellement fort que pour briller et sortir de l'ombre et ne pas subir les variations de ces pays-là, il faudra quand même un certain temps. Mais la Côte d'Ivoire est solide. Elle était au programme du bac il y a une vingtaine d'années. Donc les choses prennent une dimension pour moi, qui sont positifs. La CAN le démontre encore, et la manière dont tout a pu être organisé. Oui. Donc oui, la Côte d'Ivoire a vraiment de quoi faire. Et moi, je communique aujourd'hui avec des industriels pour voir dans quelle mesure, dans les 5 prochaines années, je puisse apporter toutes mes compétences là, et particulièrement pour l'immobilier. Parce que là-bas, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore assez développé le système de financement des ménages pour l'acquisition de biens immobiliers. Les gens qui achètent souvent cash, donc ils ont des capitaux. Mais il y a vraiment besoin de démocratiser cette opportunité immobilière et de relever le pays par l'immobilier. Steven Djekoménan, merci infiniment pour ce fleuve de connaissances, ce fleuve d'expériences que tu nous as partagé aujourd'hui pour la semaine ivoirienne. Je rappelle en fait que nous collaborons puisque tous les mardis on te retrouve pour un JDA spécial. On y parle de ce que tu sais faire le mieux, c'est l'investissement immobilier. Tu es stratège en investissement immobilier. Je te remercie pour ce JDA, pour la semaine ivoirienne. Avec plaisir, Eugénie. C'est toujours un plaisir d'être en communication avec toi. Merci beaucoup. Eugénie Djeki.